Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Ce match vient tout juste de se terminer, aux alentours de 5 heures du matin française, et franchement, il y a énormément à décortiquer. Je suis avec Annie ce matin pour tout reprendre depuis le début. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce débrief à chaud, parce que celui-là, on l'attendait depuis longtemps. Alors installe-toi bien, parce que ce Mexique-Angleterre, on ne va pas se mentir, c'est un scénario qu'on n'a pas vu tous les jours dans une Coupe du Monde. Réduit à 10 pendant près de 40 minutes, dans un Estadio Azteca en fusion devant 80 000 supporters, avec l'altitude en prime, les Anglais ont dû aller chercher cette qualification au bout d'eux-mêmes, en pleine nuit mexicaine. 3-2 au final, mais le chemin pour y arriver a été tout sauf tranquille. Dans cette vidéo, on revient sur le contexte et le scénario complet de cette rencontre, on décortique le tournant du match avec l'expulsion de Jarell Quansah, et on regarde ce qui attend maintenant cette équipe face à la Norvège en quart. Si tu es d'accord avec ce qui arrive, le pouce bleu, c'est maintenant, ça nous aide énormément à continuer ce genre d'analyse. Et je te promets qu'on n'esquive rien, même pas le coup de gueule de Thomas Tuchel sur l'arbitrage après la rencontre. Alors reprenons depuis le début, parce que ce match a démarré avec un contexte particulier. Coup d'envoi repoussé d'1 heure à cause d'un violent orage sur Mexico, un match qui a donc débuté en pleine nuit, et un stade qui bouillonnait déjà avant même le premier coup de sifflet. Le Mexique alignait son équipe type, Raúl Jiménez en pointe, épaulé par Roberto Alvarado, Gilberto Mora et Julian Quinón. Côté anglais, Thomas Tuchel surprenait avec des ailes inversées, Bukayo Saka et Anthony Gordon, et surtout un choix qui allait faire parler, Jarell Quansah positionné en latéral droit, un poste qui n'est pas le sien habituellement. Et dès le coup d'envoi, on sentait que le Mexique n'était pas venu pour observer. Grosse course, engagement physique, une verdée portée par son public qui poussait dans le dos de ses joueurs. Raúl Jiménez avertissait le premier sur un centre d'Alvarado, tête repoussée par un Jordan Pickford solide sur sa ligne dès la 15e minute. L'Angleterre subissait clairement ce début de rencontre, mais elle allait frapper au moment où on l'attendait le moins. Sur une relance rapide côté droit, Saka centrait, et Jude Bellingham surgissait au second poteau pour ouvrir le score à la 37e minute. Et à peine 30 secondes plus tard, sur une récupération haute et une combinaison avec Harry Kane, Bellingham inscrivait un doublé express. 2 buts d'avance en l'espace de quelques minutes, presque à froid, alors que le Mexique dominait les débats depuis le début. Et oui, et c'est exactement le genre de scénario qui peut faire basculer un match dans un sens comme dans l'autre. Parce que ce que je retiens de ce double coup de massue signé Bellingham, c'est que ça n'a absolument pas cassé le Mexique. 5 minutes plus tard à peine, sur un coup franc mal dégagé par Ezri Konsa, Julian Quinón reprenait sous la barre pour redonner vie à son équipe avant la pause. Et là, l'Azteca reprenait feu, littéralement, en pleine nuit mexicaine. Le Mexique a poussé très fort en fin de première période, Jiménez a buté 2 fois sur Pickford, et Bellingham a même dû sauver son camp devant César Montes juste avant la mi-temps. Ce qui m'intéresse surtout dans ce passage, c'est ce que ça raconte sur cette équipe anglaise. Elle sait faire mal en transition, mais elle a aussi montré une vraie fragilité défensive dès que le rythme s'accélère. Et la seconde période a confirmé cette tendance, avec une frappe de Nico O'Reilly sur le poteau qui aurait pu tuer le match avant l'heure de jeu. Sauf que rien ne s'est fait simplement cette nuit-là, et la suite allait totalement transformer la physionomie de la rencontre. Et c'est là qu'on arrive au vrai tournant du match. À la 54e minute, sur un tacle beaucoup trop appuyé sur Jesús Gallardo, Jarell Quansah était expulsé après intervention de la VAR. Une décision qui pose question sur ce choix de position en début de match, parce qu'un latéral improvisé dans un contexte aussi chaud, ça expose forcément à ce genre de situation. Ce n'est pas une charge contre le joueur, c'est un constat sur un pari tactique qui a fini par coûter cher numériquement, même si l'Angleterre a fini par s'en sortir. Réduit à 10 pendant près de 40 minutes, à l'altitude de Mexico, dans une chaleur et une ambiance hostile, les trillions auraient pu s'effondrer. Mais attends, parce que la suite est encore plus intéressante. C'est le Mexique qui allait se saborder tout seul. Raúl Rangel accrochait Anthony Gordon dans sa surface, pénalty accordé, et Harry Kane transformait sans trembler pour redonner 2 buts d'avance à son équipe à la 60e minute. Un but qui semblait sceller la qualification anglaise, en infériorité numérique qui plus est. Et pourtant, ce même Harry Kane allait replonger son équipe dans l'incertitude quelques minutes plus tard. Sur une faute de sa part dans sa propre surface, provoquée par Brian Gutiérrez, l'arbitre accordait un nouveau pénalty au Mexique. Raúl Jiménez ne se faisait pas prier pour réduire l'écart à la 69e minute, 3-2. Et à partir de là, ça a été un vrai siège du but anglais jusqu'au bout du temps additionnel, en pleine nuit, devant un public à son paroxysme. Centre à foison, intensité maximale, et des Anglais à 10 qui n'avaient plus qu'une chose à faire, défendre chaque ballon comme si leur Coupe du Monde en dépendait. Ce qui est admirable là-dedans, c'est la discipline collective qu'il a fallu pour tenir cette avance dans un contexte pareil, à une heure où le corps commence normalement à lâcher. Et il faut le dire clairement, le Mexique méritait mieux que cette élimination.
Cette équipe a livré l'une des prestations les plus courageuses du tournoi, portée par un public exceptionnel, et elle n'a jamais rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Complètement d'accord. Et c'est important de le souligner. Maintenant, parlons de ce qui s'est dit juste après le coup de sifflet, il y a quelques heures à peine, parce que la presse britannique s'est littéralement enflammée dès le petit matin. Le Guardian a évoqué la plus belle victoire anglaise en phase finale depuis 1966, et la BBC a parlé d'un des plus grands résultats de l'histoire du mondial pour la sélection. Le Daily Mirror a même surnommé cette rencontre autour de l'altitude et de la performance de Bellingham, désigné homme du match avec ce doublé décisif. Thomas Tuchel, de son côté, a livré une réaction pleine d'émotion à chaud, insistant sur le courage et la conviction de son groupe pour surmonter une telle adversité dans un stade mythique. Wayne Rooney est même allé jusqu'à dire que cette génération a désormais les moyens de viser le titre mondial, 60 ans après le sacre de 1966. Avec ce résultat qui vient tout juste de tomber, les cartes sont totalement rebattues pour la suite de la compétition, et l'Angleterre affrontera maintenant la Norvège d'Erling Haaland en quart de finale, après la victoire norvégienne 2-1 contre le Brésil. Clairement, et ce sera un choc totalement différent. Pas d'altitude, pas de public hostile, mais une Norvège portée par une dynamique de rêve. Si je devais résumer ce match en une phrase, oui, l'Angleterre a souffert, oui, elle a été portée par la réussite sur ce second pénalty concédé, mais elle a surtout montré un mental qu'on ne lui connaissait pas forcément dans les grands rendez-vous. Dites-nous en commentaire, est-ce que cette équipe anglaise, selon vous, le mental pour aller au bout de ce mondial? Et est-ce que ce Mexique méritait une sortie aussi cruelle au vu de sa prestation? Revenons un peu plus tôt dans la soirée d'hier où le Brésil s'est fait éliminer par la Norvège d'un certain Erling Haaland. Le Brésil de Vinicius Junior affrontait la Norvège d'Erling Haaland au Mellish Stadium. Et ce dimanche soir, c'est bien la Scandinavie qui repart avec le billet pour les quarts de finale. 2-1 pour la Norvège, mais attention, ce résultat cache un scénario bien plus contrasté qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, on revient sur le contexte de ce huitième de finale, on décortique les choix tactiques des deux sélectionneurs, et on regarde ce qui attend désormais les Norvégiens. Si tu es d'accord avec ce qui arrive, le pouce bleu, c'est maintenant. Et je te promets qu'on n'esquive rien. Moi j'ai un avis un peu différent sur ce qu'on vient de voir, et on va y venir, parce que ce n'était pas qu'un simple hold-up scandinave. Alors reprenons depuis le début. Le Brésil se présentait en 4-2-4 avec Guimarães et Casemiro dans l'entrejeu, Cunha aux côtés de Vinicius Junior en attaque. En face, Ståle Solbakken alignait un trio offensif redoutable, Nusa, Haaland et Sorloth. Et dès les premières secondes, l'intensité était déjà maximale. Une action rapide envoyait Berg conclure un centre de Sorloth, mais le but était refusé pour un hors-jeu au départ de l'action. Une frayeur immédiate pour la Seleção, qui allait pourtant se retrouver en position de force quelques minutes plus tard. Sur un service de Martinelli, Cunha était fauché dans la surface par Ajer, et l'arbitrage vidéo confirmait le pénalty. Une occasion en or pour les Oriverdes de prendre l'avantage à domicile. Et oui, et c'est justement là que tout bascule dans la tête des Brésiliens. Guimarães s'élance sur ce pénalty et bute sur Nilan, complètement à l'affût. Un raté énorme, sur une occasion pareille, à ce niveau de compétition. Et ce qui est intéressant, c'est que ce loupé ne casse absolument pas la dynamique brésilienne. Au contraire, ça relance leur pression. Martinelli continue de percer, Guimarães retrouve une belle opportunité mais Nilan referme encore la porte. Juste avant la pause, c'est Vinicius Junior qui récupère un ballon dans les pieds d'Ødegaard et tente sa chance, encore stoppé par ce gardien norvégien des grands soirs. Et il faut le dire clairement, sans cet état de grâce de Nilan, on ne parle probablement pas de cette victoire norvégienne aujourd'hui. Le portier a littéralement porté son équipe dans ce premier acte, alors que les siens subissaient un vrai temps fort brésilien. Tout à fait, et c'est bien pour ça qu'on parle d'une victoire arrachée, pas d'une démonstration. Au retour des vestiaires, l'intensité retombe un peu, et Carlo Ancelotti décide de bousculer son secteur offensif en lançant Endrick à la place de Cunha, dès la 58e minute. Un coaching presque payant immédiatement. Sur son tout premier ballon, lancé par Vinicius Junior, le jeune madrilène se retrouve seul face au but mais sa frappe fuit le cadre. Le Brésil continue de pousser. Guimarães oblige encore Nilan à s'employer peu après l'heure de jeu. Neymar est ensuite convié au spectacle, sans vraiment changer la physionomie de la rencontre. Et puis, à l'entrée du dernier quart d'heure, tout s'accélère du côté norvégien. Gelderup, tout juste entré, fait d'abord briller Alisson sur une attaque rapide, avant de se transformer en passeur décisif dans la foulée. Un centre splendide côté gauche, et Haaland surgit pour placer une tête magnifique. 0-1 pour la Norvège, à la 79e minute, et c'est le tournant complet de ce match. Et pourtant, le Brésil ne lâche rien. Au bord de l'élimination, la Seleção jette ses dernières forces dans la bataille, et Ajer manque de tout faire basculer avec un ballon en cloche vers son propre but, sauvé par un réflexe incroyable de Nilan à la 85e minute. Franchement, ce gardien mérite à lui seul un top et flops complet. Mais dans les derniers instants,
C'est Haaland qui referme définitivement la porte, avec une frappe croisée somptueuse à l'entrée de la surface. 0-2 pour la Norvège, à la 90e minute. Le Brésil réduit finalement l'écart sur un pénalty de Neymar, tout à la fin du temps additionnel, 1-2, mais c'est beaucoup trop tard pour espérer quoi que ce soit. Je respecte énormément cette équipe brésilienne, qui a livré une prestation courageuse et généreuse jusqu'au bout, mais il y a un vrai manque de réalisme offensif qui pose question sur ce match précis. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une observation sur une soirée précise, et je reste convaincu de la valeur globale de ce collectif brésilien. Je suis d'accord. Et j'ajouterais même que ce loupé de Guimarães sur penalty restera un symbole de cette désillusion. Avec ce résultat, les cartes sont totalement rebattues pour la suite de la compétition. La Norvège file en quart de finale et défiera le vainqueur du duel entre le Mexique et l'Angleterre, avec un Haaland qui rejoint désormais Messi et Mbappé au sommet des buteurs de cette Coupe du Monde. Pour le Brésil, l'histoire s'arrête brutalement en huitième de finale, un scénario qui rappelle étrangement l'édition 1990 et cette élimination face à l'Argentine. Dis-moi en commentaire, est-ce que Guimarães doit rester le tireur numéro 1 du Brésil après ce raté? Et est-ce que tu vois la Norvège aller au bout de ce mondial? Si tu veux suivre tout le football mondial sans courir après 10 sources différentes,